Tu ne toucheras pas le moindre centime de l'argent de papa, tu m'entends? Rien du tout !» me cria Chloé avec une cruauté qui me glaça le sang. Nous venions à peine de rentrer des funérailles de mon époux, Jean-Pierre, et ma fille était déjà méconnaissable. Ses yeux brillaient d'une avidité que je ne lui avais jamais connue. « Les 250 millions d'euros sont à moi maintenant, maman, » continua-t-elle en agitant les papiers du testament devant mon visage. « Tout est à moi. Et toi, tu n'as plus rien à faire ici. 12 heures. 12 petites heures s'étaient écoulées depuis que nous avions mis en terre l'amour de ma vie. Et ma propre fille me chassait de la maison que nous avions bâtie ensemble durant 40 ans de mariage. « Chloé, je t'en prie, » murmurai-je, encore vêtue de noir, mon maquillage ruiné par les larmes. « Nous venons d'enterrer ton père. Comment peux-tu être aussi cruelle? »« Cruelle ?» ricana-t-elle avec mépris. « Tu sais ce qui est cruel, maman? C'est que pendant toutes ces années, tu es vécue comme une parasite grâce à l'argent de papa. Mais ce temps-là est révolu. Cette maison est à moi. L'argent est à moi. Et toi, tu dégages. » L'avocat, maître Dubois, se racla la gorge, mal à l'aise, depuis son coin du salon. C'était lui qui avait lu le testament ce matin, confirmant que Jean-Pierre avait légué toute sa fortune à notre fille unique. Mais quelque chose dans son regard me disait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. « Tu as 24 heures pour partir, » déclara Chloé en arpentant la pièce tel un conquérant. « Et ne t'avise pas de revenir m'importuner. Tu n'es plus ma responsabilité. Pendant 40 ans, tu as vécu au crochet de papa. Mais maintenant, tu vas apprendre ce que c'est que de travailler pour de vrai. » Mes mains se mirent à trembler, non pas de peur, mais d'une indignation qui montait en moi comme un incendie. C'était la petite fille que j'avais portée dans mes bras, à qui j'avais appris à marcher, que j'avais consolée après chaque cauchemar. « Au moins, vous avez lu tout le testament, » murmura soudain maître Dubois, et un détail dans son intonation figea Chloé sur place. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» lança ma fille. Mais pour la première fois depuis la lecture, je vis une lueur d'incertitude dans ses yeux. Maître Dubois échangea un regard avec moi, et je compris exactement à quoi il faisait allusion. Un sourire presque imperceptible effleura mes lèvres, tandis que j'observais le visage de Chloé commencer à blêmir. « Rien d'important, » répondit l'avocat, mais son sourire moqueur disait tout le contraire. « Je suppose que tu le découvriras bien assez tôt. » Chloé s'approcha de moi d'un pas agressif. « Je me fiche de ce que dit ce papier. L'argent est à moi, cette maison est à moi, et tu pars, tout de suite. » Elle me poussa vers la porte avec une telle force que je faillis perdre l'équilibre. « Et tu sais quoi d'autre? Je ne veux plus jamais te revoir à aucun enterrement. Pour moi, à partir d'aujourd'hui, tu es morte. » Le claquement de la porte résonna dans toute la maison comme un coup de feu. Je restais plantée dans le jardin sous la pluie fine, qui avait commencé à tomber, contemplant la maison où j'avais été heureuse pendant 4 décennies, les fenêtres que nous avions choisies ensemble, le jardin que nous avions planté, les souvenirs qui se transformaient maintenant en cendres. Je marchais lentement vers ma voiture, chaque pas pesant comme si je portais des pierres dans mes chaussures. Ma robe noire se détrempait, mais je m'en moquais. Le froid de la pluie n'était rien comparé à la glace qui serrait mon cœur. Maître Dubois sortit en courant derrière moi. « Madame Hélène, s'il vous plaît, attendez !» cria-t-il en s'approchant, avec un dossier sous le bras. « Il faut que je vous parle, c'est important. » Je le regardai dans les yeux et j'y vis quelque chose qui me rassura. Une complicité, une connaissance, la même expression que j'avais vue sur le visage de Jean-Pierre quand il avait un atout dans sa manche. « C'est à propos de ce que je pense ?» demandai-je à voix basse. Il hocha la tête gravement. « Votre mari était bien plus intelligent que Chloé ne l'imagine. Et vous devez connaître toute la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Je montai dans la voiture avec maître Dubois et, tandis que nous nous éloignions de la maison, je vis Chloé nous épier depuis la fenêtre du grand salon. Son expression avait changé. Elle n'était plus triomphante, mais inquiète, car elle ne savait pas ce que j'étais sur le point de découvrir. Maître Dubois me conduisit à son cabinet en silence. Durant le trajet,
Mon esprit oscillait entre l'incrédulité et une rage sourde qui grandissait dans ma poitrine comme une braise. 40 ans. 40 ans de mariage avec Jean-Pierre, à construire ensemble non seulement une fortune, mais une famille. Et maintenant, ma propre fille m'avait mise à la porte comme une étrangère. « Asseyez-vous, Hélène », me dit Maître Dubois une fois arrivé à son bureau. Ses yeux reflétaient un mélange de pitié et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je m'enfonçais dans le fauteuil en cuir face à son bureau, à l'endroit même où Jean-Pierre et moi avions signé notre testament des années auparavant. Les murs étaient couverts de diplômes et de photos de la famille de Maître Dubois, me rappelant tout ce que je venais de perdre. « Hélène, il y a quelque chose que Chloé ignore, » commença-t-il en ouvrant le dossier qu'il avait apporté. « Votre mari était un homme extraordinairement prévoyant et il connaissait très bien le caractère de sa fille. » Je sortis un mouchoir de mon sac et séchai les larmes qui ne cessèrent de couler. « Maître Dubois, s'il vous plaît, j'ai déjà perdu mon mari et maintenant ma fille. Ne me donnez pas de faux espoirs. Ce ne sont pas de faux espoirs, Hélène. Ce sont des faits juridiques. » Il étala plusieurs documents sur le bureau. « Vous souvenez-vous quand Jean-Pierre a insisté pour que nous venions seuls, il y a 6 mois, sans Chloé ?» Je hochai lentement la tête. Jean-Pierre avait été très clair à propos de cette réunion. Il avait dit qu'il avait des affaires privées à discuter, des choses qui ne concernaient que nous, en tant que couple. Ce jour-là, votre mari a préparé un avenant au testament, une clause très spécifique qui ne s'activerait que sous certaines circonstances. Maître Dubois pointa un paragraphe sur l'un des documents. « Si Chloé faisait preuve d'une cruauté extrême à votre égard, particulièrement durant la période de deuil, l'intégralité de l'héritage vous reviendrait automatiquement. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que votre mari savait exactement quel genre de personne était sa fille, et il s'est assuré de vous protéger. » Maître Dubois sourit pour la première fois de la journée. « Les 250 millions d'euros, la maison, les propriétés, les investissements, tout redevient à vous si nous pouvons prouver que Chloé a rempli les conditions de la clause. » Mes larmes changèrent de saveur. Ce n'était plus de la tristesse, mais une émotion que je ne pouvais définir. Du soulagement, peut-être, ou un sentiment de justice. « Et comment prouvons-nous cela ?» demandai-je d'une voix tremblante. Maître Dubois sortit son téléphone et me le montra. Sur l'écran, on voyait clairement une application d'enregistrement active. J'ai enregistré toute la conversation de cet après-midi. Chaque mot cruel, chaque insulte, chaque instant où elle vous a chassé de la maison, où vous veniez de veiller votre mari. Je portais les mains à mon visage et pleurais. Mais cette fois, je pleurais de gratitude envers Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre, qui, même depuis sa tombe, continuait de prendre soin de moi. « Il y a plus, » continua Maître Dubois. « Votre mari a aussi laissé des instructions très précises. Vous devez laisser Chloé croire qu'elle a le contrôle pendant un certain temps. Vous devez la laisser commettre des erreurs, montrer son vrai visage au monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons activer la clause de manière définitive. Vous voulez dire que je dois continuer à prétendre que je suis ruinée ? Exactement. Votre mari connaissait sa fille mieux que personne. Il savait que le pouvoir la corromprait rapidement et que vous auriez besoin de temps pour décider si vous vouliez vraiment tout récupérer ou si vous préfériez donner une dernière chance à Chloé. » Je me levai et marchai vers la fenêtre. Dehors, Paris continuait son rythme effréné, ignorant le drame qui se jouait dans nos vies. Je pensais à Jean-Pierre, à la façon dont il avait toujours eu 3 coups d'avance sur tout le monde dans les affaires. Apparemment, il avait aussi eu 3 coups d'avance pour protéger sa famille. « Que dois-je faire maintenant ?» demandai-je sans me retourner. « Allez dans un hôtel modeste. Agissez comme si vous aviez vraiment tout perdu. Je me chargerai de surveiller les actions de Chloé. Selon les instructions de votre mari, elle montrera son vrai visage très bientôt. Et si elle ne le fait pas? Et si elle a vraiment changé? Et que ce n'était qu'une réaction à la douleur? » Maître Dubois s'approcha et posa une main paternelle sur mon épaule. « Hélène, avec tout le respect que je vous dois, vous et moi
Savons que cela n'arrivera pas. Chloé a montré aujourd'hui qui elle est vraiment. Votre mari le savait, et c'est pour cela qu'il a tout préparé. Je pris les documents et les rangeai soigneusement dans mon sac. Combien de temps ai-je? La clause peut être activée à tout moment au cours des 6 prochains mois, mais votre mari suggérait d'attendre au moins 30 jours pour voir le schéma complet du comportement de Chloé. Nous quittâmes le bureau alors que le soleil était déjà couché. Maître Dubois me raccompagna jusqu'à un hôtel discret dans le centre de la ville, un endroit que je n'aurais jamais envisagé dans ma vie antérieure, mais qui allait devenir mon foyer temporaire. « Une dernière chose, Hélène, » me dit-il avant de prendre congé. « Votre mari a laissé une lettre pour vous, avec pour instruction de ne vous la remettre qu'après que Chloé aurait montré son vrai caractère. » Il sortit une enveloppe cachetée de sa mallette. Je crois que le moment est venu. Je restais seule dans cette petite chambre modeste, avec l'enveloppe entre mes mains tremblantes. Sur le devant, écrit de la main familière de Jean-Pierre, figurait mon nom. Pour ma chère Hélène, la femme la plus forte que je connaisse. Mes mains tremblèrent tandis que je brisais le sceau de l'enveloppe. L'écriture de Jean-Pierre était inimitable. Cette calligraphie élégante que j'avais admirée pendant 40 ans de mariage. Je m'assis sur le lit de l'hôtel et, sous la faible lumière de la lampe de chevet, je commençai à lire la lettre que mon mari avait écrite pour ce moment précis. « Ma chère Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que Chloé a montré son vrai visage et que mon plan se déroule comme prévu. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout raconté de mon vivant. Mais il fallait que ta réaction soit authentique pour qu'elle croie complètement en sa victoire. » Les larmes se mirent à couler sur mes joues, tandis que je continuais ma lecture. Au cours des dernières années, j'ai observé notre fille devenir de plus en plus avide et cruelle. Souviens-toi quand elle a renvoyé Pascal, notre jardinier, simplement parce qu'il avait demandé une petite augmentation après 20 ans de service loyal. Ou quand elle a refusé d'aider sa cousine Sophie, quand celle-ci a perdu son travail. J'ai vu comment elle traite les employés de maison, comment elle parle des gens qui ont moins d'argent que nous. Je fis une pause dans ma lecture et regardai par la fenêtre de la chambre. Effectivement, Jean-Pierre avait vu ce que je m'étais refusé à accepter pendant des années. Notre fille était devenue une personne que nous ne reconnaissions plus. Mais il y a autre chose que tu dois savoir, mon amour. Les 250 millions qui apparaissent dans le testament officiel ne représentent pas toute notre fortune. Il y a des comptes supplémentaires, des propriétés enregistrées à ton nom, des investissements que seuls toi et moi connaissons. Le total réel de notre patrimoine s'élève à 400 millions d'euros. Mon cœur s'arrêta. 400 millions. Jean-Pierre avait été encore plus rusé que je ne l'imaginais. Les comptes supplémentaires sont à la Banque nationale de Paris, agence du centre, sous ton nom de jeune fille. Hélène Célestine Blanchard. Le mot de passe est la date de notre premier baiser, le 15 mai 1985. Maître Dubois a tous les documents nécessaires, mais il ne te les remettra que lorsque tu seras prête à prendre le contrôle total. Je continuai à lire, et chaque ligne révélait à quel point Jean-Pierre avait planifié cette situation en profondeur. Ta tâche maintenant est d'observer. Permets à Chloé de croire qu'elle a tout, et tu verras comment le pouvoir absolu la corrompra absolument. Elle dépensera, gaspillera et montrera son vrai caractère au monde. Quand le moment viendra de te révéler comme la véritable héritière, elle aura déjà appris la valeur de l'humilité de la manière la plus dure. Mais souviens-toi, mon amour, l'objectif n'est pas de la punir, mais de la sauver. Notre fille s'est perdue en chemin, mais il est encore temps pour elle de retrouver son vrai cœur. Ce n'est qu'à travers la perte qu'elle pourra apprécier ce qui compte vraiment. La lettre se poursuivait avec des instructions spécifiques. Jean-Pierre avait tout préparé jusqu'au dernier détail, y compris des contacts de confiance qui m'aideraient pendant cette période de transition, et un plan étape par étape pour récupérer non seulement ma fortune, mais aussi, espérait-il, notre fille. Je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Tu es la femme la plus sage et la plus compatissante que je connaisse, et je sais que tu trouveras le moyen de transformer cette tragédie en une opportunité de croissance pour toute notre famille.
À la fin de la lettre, il y avait un post-scriptum qui me fit sourire à travers les larmes. PS. À la banque, tu trouveras aussi une surprise supplémentaire. Notre vieil ami Fabien a géré discrètement quelques investissements dans la technologie qui ne sont même pas inclus dans les calculs principaux. Disons que notre patrimoine réel pourrait être encore plus grand que tu ne l'imagines. Je t'aime éternellement, Jean-Pierre. Je pliais soigneusement la lettre et la rangeais dans mon sac avec les documents juridiques. Mon esprit commença à traiter toutes ces informations. Jean-Pierre ne m'avait pas seulement protégée financièrement. Il avait créé une opportunité pour enseigner à Chloé une leçon qui pourrait sauver son âme. Je pris le téléphone de l'hôtel et composai le numéro de Maître Dubois. « Hélène, tout va bien ? » « J'ai lu la lettre, » dis-je simplement. « Demain, je veux aller à la banque. J'ai besoin de comprendre complètement la situation avant de décider de mes prochains pas. Bien sûr, je passerai vous prendre à 9h. Et Hélène, votre mari, était un homme extraordinaire. Ce qu'il a fait pour vous, pour votre famille, est l'acte d'amour le plus profond que j'ai vu en 30 ans de carrière. Cette nuit-là, je ne pus presque pas dormir. Non pas d'anxiété ou de tristesse, mais d'un étrange sentiment d'anticipation. Pour la première fois, la mort de Jean-Pierre semblait avoir un but clair. Il ne s'agissait pas de récupérer l'argent, il s'agissait de récupérer ma fille. Le lendemain, Maître Dubois arriva ponctuellement à l'hôtel. Pendant le trajet vers la banque, il m'expliqua les détails supplémentaires que Jean-Pierre lui avait confiés. « Votre mari a commencé à soupçonner le changement chez Chloé il y a environ 2 ans, » me raconta-t-il, tandis qu'il conduisait dans les rues du centre. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à restructurer discrètement une partie de ses actifs. Il voulait s'assurer que vous seriez protégé, quoi qu'il arrive. À la banque, la directrice de clientèle, une femme élégante nommée Madame Renaud, nous reçut avec la formalité qui seyait à des comptes de cette ampleur. « Madame Hélène, je suis sincèrement navrée pour votre perte, » me dit-elle en me guidant vers un bureau privé. « Votre mari était un client très respecté ici. Et permettez-moi de vous dire que les dispositions qu'il a prises pour vous protéger sont extraordinairement intelligentes. » Pendant les 2 heures suivantes, Madame Renaud m'expliqua la portée réelle du patrimoine que Jean-Pierre avait bâti, les investissements supplémentaires, les propriétés internationales, les fonds de placement qui avaient prospéré silencieusement pendant des années. Le total, en tenant compte des fluctuations du marché depuis le décès de Monsieur Jean-Pierre, s'élève à 415 millions d'euros, m'informa-t-elle finalement. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, accablé par l'ampleur de ce que Jean-Pierre avait accompli et, plus important encore, par la complexité du plan qu'il avait conçu pour protéger sa famille. « Et qu'en est-il des comptes que Chloé connaît ?» demandai-je. « Ces comptes existent bel et bien et contiennent les 250 millions mentionnés dans le testament officiel. Mais ils sont soumis aux clauses que Maître Dubois vous a déjà expliquées. Si ces clauses sont activées, ces fonds vous reviendront également automatiquement. » Nous quittâmes la banque avec une nouvelle perspective. Je n'étais pas une veuve désemparée qui venait de tout perdre. J'étais une femme avec des ressources suffisantes pour changer le cours de cette histoire, selon mes propres décisions. Mais d'abord, j'avais besoin de voir jusqu'où Chloé était prête à aller dans son nouveau rôle d'héritière millionnaire, car elle ne savait pas que chacun de ses mouvements était observé par quelqu'un qui avait bien plus de pouvoir qu'elle ne pouvait l'imaginer. Au cours des 2 semaines suivantes, je devins une spectatrice silencieuse de la transformation de ma fille. Depuis ma modeste chambre d'hôtel, et avec l'aide discrète de Maître Dubois, je pus observer comment Chloé commençait à montrer son vrai visage au monde. Le premier signe arriva à peine 3 jours après m'avoir chassée de la maison. Maître Dubois m'appela avec un rapport qui me glaça le sang. « Hélène, elle a renvoyé tout le personnel de maison, » me dit-il d'une voix grave. Claudine, qui travaillait en cuisine depuis 15 ans, Sophie, la gouvernante qui l'a pratiquement vue grandir, à toutes. Elle a donné une semaine de salaire et les a mises vers la porte, sans autre explication que « je n'ai plus besoin de vous ». Claudine avait appelé Maître Dubois en pleurant, demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Cette femme avait préparé des milliers de repas pour notre famille.
Elle avait pris soin de Chloé quand elle était enfant, avait été comme une seconde mère pour elle. Et quelle raison leur a-t-elle donnée ? Demandai-je, bien que je craignisse déjà la réponse. Selon Claudine, Chloé lui a dit que des gens comme elle n'avaient plus leur place dans sa nouvelle vie, qu'elle allait engager du personnel plus sophistiqué, plus en accord avec sa nouvelle position économique. Je fermai les yeux et sentis une pointe de douleur dans ma poitrine. Jean-Pierre avait eu raison. L'argent révélait la vraie nature de notre fille, et ce n'était pas joli à voir. Mais ce n'était que le début. Une semaine plus tard, Maître Dubois me montra des photographies qu'un détective privé avait prises sur les instructions de Jean-Pierre. Sur les images, on voyait Chloé sortir de boutiques de luxe avec des sacs qui valaient honte plus que le salaire annuel de nos anciens employés. Elle a dépensé 120 000 € en une seule journée, m'informa Maître Dubois pendant que nous examinions les factures qu'il avait réussi à obtenir légalement. Vêtements, bijoux, chaussures, des choses dont elle n'a pas besoin, juste parce qu'elle peut les acheter. Mais ce qui me fit le plus mal, ce fut la photographie où elle apparaissait en train de rire avec ses nouvelles amies, ces femmes superficielles qui ne s'étaient approchées d'elle qu'après avoir appris son héritage. Sur l'image, elle portait une robe dorée qui coûtait plus cher que la voiture de Claudine, tout en buvant du champagne d'une bouteille qui valait 800 €. « Il y a plus », continua Maître Dubois, et son expression devint encore plus sérieuse. « Hier, elle est allée au club privé, où vous et votre mari étiez membres depuis 20 ans. Elle a annulé votre adhésion et a demandé que votre nom soit effacé de tous les registres. »« Quoi ?» murmurai-je, sentant comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Elle a dit au directeur que vous n'étiez plus pertinente et qu'elle ne voulait pas que votre nom reste associé au sien, où que ce soit. Je m'assis sur le lit de l'hôtel et je pleurais. Non pas pour l'adhésion au club, mais pour la cruauté calculée de ses actions. Chloé ne profitait pas seulement de sa nouvelle richesse. Elle effaçait délibérément mon existence de sa vie. Cet après-midi-là, je reçus un appel que je n'aurais jamais attendu. C'était Pascal, notre ancien jardinier, l'homme que Chloé avait renvoyé des années auparavant pour avoir demandé une augmentation. « Madame Hélène, je suis désolé de vous déranger dans ces moments difficiles, » me dit-il de sa voix douce. « Mais je dois vous raconter quelque chose qui s'est passé hier. » Pascal m'expliqua qu'il était allé à la maison pour présenter ses condoléances pour la mort de Jean-Pierre, mais que Chloé l'avait reçu avec une froideur qui l'avait laissé sans voix. Elle m'a dit que des gens comme moi n'avaient pas le droit d'être dans cette maison. Elle m'a crié de partir et de ne plus jamais revenir, que les pauvres ne devaient pas souiller sa nouvelle vie, relata-t-il, la voix brisée. Madame Hélène, cet homme a été comme un père pour moi pendant 20 ans. J'ai entretenu ses jardins comme s'ils étaient les miens. Et elle m'a traité comme un déchet. Après avoir raccroché, je restais assise en silence pendant des heures. Jean-Pierre avait prédit exactement cela. Il avait vu en Chloé quelque chose que je m'étais refusée à reconnaître. Une cruauté inhérente que le pouvoir et l'argent amplifiaient jusqu'à la transformer en monstre. Le jour suivant, Maître Dubois m'apporta des nouvelles encore plus troublantes. « Chloé prévoit de vendre des propriétés », me dit-il, en étalant plusieurs documents sur la table du café de l'hôtel. « La maison de la Côte d'Azur où vous passiez les étés, l'appartement à Paris que votre mari avait acheté pour quand Chloé irait à l'université. Elle envisage même de vendre le bureau où Jean-Pierre a bâti son empire. Pourquoi vendrait-elle tout ça ? Demandai-je, bien que je soupçonne la réponse. Selon l'agent immobilier, elle veut des liquidités immédiates pour des investissements plus excitants. Apparemment, de nouveaux amis l'ont convaincue d'investir dans des affaires qui promettent des profits rapides. Pendant les jours suivants, j'observais depuis l'ombre comment Chloé continuait de détruire méthodiquement tout ce que Jean-Pierre et moi avions construit. Non seulement le patrimoine matériel, mais aussi les relations, les valeurs et l'héritage de respect que notre famille avait maintenu pendant des décennies. La goutte qui fit déborder le vase arriva exactement 3 semaines après mon expulsion. Maître Dubois m'appela à 6 heures du matin, quelque chose qu'il ne ferait qu'en cas d'urgence. « Hélène,
Vous devez venir à mon bureau immédiatement, me dit-il avec urgence. Chloé a fait quelque chose qui change tout. 1 heure plus tard, j'étais assise face au bureau de Maître Dubois, regardant une vidéo sur son ordinateur qui me coupa le souffle. Sur l'enregistrement, pris par les caméras de sécurité du club privé, on voyait Chloé arriver à une soirée de bienfaisance que Jean-Pierre et moi avions organisée annuellement depuis 10 ans. La soirée se tenait cette année en mémoire de Jean-Pierre, et on s'attendait à ce que Chloé fasse un don symbolique pour maintenir la tradition familiale. Au lieu de cela, nous la vîmes arriver, avec une attitude arrogante, vêtue comme une reine, et interrompre l'événement pour annoncer qu'elle annulait tous les dons que notre famille avait promis. « Mon père est mort », l'entendîmes nous dire devant un public horrifié. Et avec lui sont mortes ces charités stupides. Cet argent a de meilleures utilisations que de le gaspiller pour des gens qui ne savent pas l'apprécier. Les visages choqués et dégoûtés dans la vidéo étaient évidents. C'étaient des gens qui avaient connu et respecté Jean-Pierre pendant des décennies, qui avaient vu grandir Chloé, qui avaient fait confiance à notre famille. « Mais il y a plus !» dit Maître Dubois, en passant à une autre vidéo. « Ça s'est passé après, sur le parking. » Dans ce second enregistrement, nous vîmes Chloé être confrontée par Monsieur Bernard, un vieil ami de Jean-Pierre, qui dirigeait l'une des fondations bénéficiant de nos dons. « Chloé, ton père aurait honte, » lui disait Monsieur Bernard, avec une tristesse évidente. « Ces dons aident des centaines de familles dans le besoin. Comment peux-tu être aussi cruel ?» La réponse de Chloé me déchira l'âme. Mon père n'était qu'un sentimental naïf. Moi, je suis plus intelligente que lui. L'argent est fait pour en profiter, pas pour le donner à des perdants qui ne savent pas travailler. Maître Dubois arrêta la vidéo et me regarda droit dans les yeux. « Hélène, je crois que le moment est venu d'activer les clauses du testament. Votre fille a franchi toutes les limites possibles. Mais j'avais d'autres plans. Jean-Pierre m'avait donné non seulement les outils juridiques pour tout récupérer, mais aussi la sagesse de comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de sauver l'âme de ma fille, avant qu'il ne soit trop tard. « Pas encore, Maître Dubois », dis-je avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. « D'abord, je vais lui donner l'occasion de faire face aux conséquences de ses propres actions. » Je n'eus pas à attendre longtemps pour voir comment l'univers commençait à faire payer à Chloé sa cruauté. Les conséquences arrivèrent exactement 1 mois après qu'elle m'eut chassée de la maison, et elles vinrent sous la forme qu'elle attendait le moins, ses propres amis. Maître Dubois m'appela un matin avec des nouvelles qui, bien qu'elles me procurassent une satisfaction amère, me remplirent aussi d'une inquiétude maternelle. « Hélène, les nouveaux associés en investissement de Chloé ont disparu, » me dit-il d'un ton grave. « Ils sont partis avec 40 millions d'euros. » Je m'assis lentement sur la chaise de ma chambre d'hôtel, traitant l'information. 40 millions. Un 6e de l'héritage que Chloé croyait contrôler entièrement. « Comment est-ce arrivé ?» demandai-je, même si une partie de moi le savait déjà. Jean-Pierre disait toujours que les escrocs pouvaient sentir la cupidité et l'inexpérience à des kilomètres. Selon le détective privé qui continue de surveiller ses activités, Chloé a rencontré ses hommes d'affaires lors d'une fête exclusive il y a 3 semaines. Ils lui ont promis de doubler son investissement en 6 mois grâce à un commerce d'importation d'art européen. Maître Dubois m'envoya les détails par message pendant que nous parlions. Les noms des escrocs, leurs alias, les faux comptes bancaires qu'ils avaient utilisés. Tout avait été une opération sophistiquée visant spécifiquement les nouveaux héritiers riches comme Chloé. Le pire, c'est qu'elle a signé les documents sans me consulter, continua Maître Dubois. Apparemment, elle leur a dit qu'elle n'avait plus besoin d'avocat parce qu'elle faisait confiance à son instinct des affaires. Cet après-midi-là, je reçus un appel que je n'aurais jamais pensé recevoir. C'était Chloé. Sa voix semblait différente, plus faible, effrayée. « Maman !» murmura-t-elle. Et pendant un instant, elle ressembla à la petite fille que je consolais quand elle faisait des cauchemars. « Bonjour, Chloé !» répondis-je calmement, me préparant mentalement à ce qui allait suivre. « J'ai besoin de te parler. »
Pourrions-nous nous voir? Où aimerais-tu que nous nous voyions? Demandai-je, remarquant comment elle évitait de mentionner la maison. Notre maison. Pourrais-tu venir? À la maison, s'il te plaît. 30 minutes plus tard, j'étais debout devant la porte de la maison, où j'avais été heureuse pendant 40 ans. Chloé ouvrit immédiatement, comme si elle avait attendu près de la fenêtre. Elle avait l'air épouvantable. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre. Son maquillage avait coulé et elle portait la même robe verte que la veille. « Entre, je t'en prie », me dit-elle en évitant mon regard. La maison était méconnaissable. Les meubles que Jean-Pierre et moi avions choisis ensemble avaient été remplacés par des pièces modernes et froides. Les photographies de famille avaient disparu, remplacées par de l'art abstrait, cher, sans âme. Même l'odeur était différente, comme si on avait effacé jusqu'au souvenir de l'air. « Que s'est-il passé, Chloé ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle s'effondra sur le nouveau canapé et se mit à pleurer. « On m'a escroqué. Maman, j'ai perdu 40 millions d'euros. Ces hommes en qui j'avais confiance ont disparu avec tout. » Je m'assis à côté d'elle, luttant contre l'impulsion maternelle de la consoler immédiatement. C'était la leçon que Jean-Pierre avait prévue, et je savais que je devais la laisser produire son plein effet. « Et que penses-tu faire maintenant ?» lui demandai-je gentiment. « Je ne sais pas, » sanglota-t-elle. « Les avocats que j'ai consultés disent qu'il est presque impossible de récupérer l'argent. Les escrocs ont utilisé de fausses identités et des comptes dans des paradis fiscaux. Maître Dubois a refusé de m'aider quand je lui ai demandé de s'occuper de l'affaire. Bien sûr que Maître Dubois avait refusé. Il savait parfaitement que cette situation faisait partie du plan de Jean-Pierre pour enseigner à Chloé les conséquences de ses actes. « Chloé, pourquoi m'as-tu appelée ?» demandai-je directement. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des mois, je vis quelque chose qui ressemblait à de l'humilité dans son regard. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je n'ai personne d'autre. Tous ces amis que je pensais avoir ont disparu dès qu'ils ont su pour l'argent perdu. Et j'ai traité horriblement tous les gens qui m'aimaient pas vraiment, y compris toi. Les larmes coulèrent plus fort. Surtout toi, maman. Ce que je t'ai fait est impardonnable. Je t'ai chassée de la maison juste après les funérailles de papa, quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai été cruelle. J'ai été horrible avec toi. C'était la première fois que je l'entendais assumer la responsabilité de ses actes depuis des années. Mais je savais que nous n'étions pas encore au bout de cette leçon. « Et qu'attends-tu de moi maintenant ?» lui demandai-je. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je sais que je ne mérite pas ton aide après ce que j'ai fait, mais pourrais-tu rester? Pourrais-tu m'aider à trouver comment sortir de ce pétrin? » J'acceptais de rester cette nuit-là, mais pas dans mon ancienne chambre principale. Chloé avait transformé cet espace en sa propre chambre, éliminant jusqu'à la dernière trace de Jean-Pierre. À la place, je dormis dans la chambre d'amis. Un rappel constant de la façon dont mon statut avait changé dans cette maison. Pendant les jours suivants, j'observais Chloé se débattre avec la réalité de ses décisions. L'argent restant constituait toujours une fortune considérable, mais les pertes l'avaient profondément effrayée. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait que l'argent n'était pas infini et que les mauvaises décisions avaient des conséquences réelles. « Maman, tu crois que papa serait déçu de moi ?» me demanda-t-elle un soir, alors que nous dînions en silence. La question me brisa le cœur, car je savais que Jean-Pierre avait prévu exactement cette situation. Il avait suffisamment aimé sa fille pour lui permettre de commettre des erreurs douloureuses, si cela signifiait qu'elle apprendrait des leçons cruciales. Ton père t'aimait profondément, Chloé, mais il valorisait aussi l'honnêteté, la compassion et la responsabilité. Toi, qu'en penses-tu? Elle baissa les yeux. Je pense qu'il serait très déçu. Pas seulement pour l'argent perdu, mais pour la façon dont j'ai traité les gens. Toi, Claudine, Pascal, tous ceux qui nous ont aimés pendant des années. Et que penses-tu faire à ce sujet? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je puisse faire. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, n'est-ce pas? Cette question me montra qu'elle commençait enfin à comprendre la gravité de ses actes.
Mais l'épreuve la plus importante restait à venir. 3 jours plus tard, la deuxième crise arriva. Maître Dubois m'appela tôt le matin, avec des nouvelles que je savais inévitables. « Hélène, la banque demande des audits de tous les comptes de l'héritage. Apparemment, quelqu'un a signalé des mouvements suspects après l'escroquerie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'ils vont geler temporairement tous les actifs pendant qu'il enquête. Chloé va se retrouver sans accès à son argent pendant au moins 2 mois. » Je raccrochais et montais annoncer la nouvelle à Chloé. Sa réaction me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur si elle avait vraiment appris quelque chose de cette expérience. Elle resta silencieuse pendant de longues minutes, traitant l'information. Puis, à ma grande surprise, ses premiers mots ne furent pas de panique ou de désespoir. « Je suppose que c'est ce que je mérite, » dit-elle d'une voix calme. « Après tout ce que j'ai fait, après la façon dont j'ai traité tout le monde, peut-être qu'il est temps que j'apprenne à vivre comme une personne normale. » Cette réponse me donna de l'espoir, mais je savais que la véritable épreuve viendrait dans les semaines à venir, lorsqu'elle devrait faire face aux conséquences de ses actions sans le filet de sécurité de son héritage. Les 2 mois suivants furent les plus révélateurs de la vie de ma fille. Avec les comptes bancaires gelés et seulement l'argent liquide qu'elle avait à sa disposition, Chloé fut forcée de faire face à une réalité qu'elle n'avait jamais connue, la limitation économique. Au début, elle tenta de maintenir son style de vie extravagant, avec les cartes de crédit et les bijoux qu'elle avait achetés. Mais lorsque les factures commencèrent à arriver et que les paiements furent dus, la réalité la frappa comme une gifle. « Maman, je ne comprends pas comment ça marche, » me dit-elle un matin, assise à la table de la cuisine, avec une pile de factures devant elle. « Ces chiffres ne correspondent pas. Les dépenses mensuelles de la maison sont plus élevées que n'importe quel salaire normal. » C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait les comptes réels de l'entretien de notre style de vie. Jean-Pierre et moi nous étions toujours occupés de tout, la protégeant des responsabilités financières, au point d'en faire une adulte qui ne connaissait le prix réel de rien. « Combien penses-tu que coûte l'entretien de cette maison par mois ?» lui demandai-je, sincèrement curieuse de savoir si elle avait la moindre notion de la réalité. « Je ne sais pas. 5 000 €? Répondit-elle avec incertitude. « 18 000 €, lui dis-je en lui montrant les factures de service, d'entretien, d'assurance et du personnel de nettoyage qu'elle avait embauché après avoir renvoyé nos employés fidèles. Son visage devint blême. « 18 000 par mois? Et ça, sans compter la nourriture, l'essence ou toute dépense personnelle. Juste pour garder les lumières allumées et la maison en état de marche. » C'est alors qu'elle commença vraiment à comprendre l'ampleur de sa situation. Sans accès aux comptes principaux et avec les charges fixes qu'elle avait créées, elle se retrouvait rapidement à court d'argent. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis son enfance, je vis une peur réelle dans ses yeux. « Eh bien, » lui dis-je calmement, « tu pourrais commencer par te trouver un travail. » Elle rit amèrement. « Un travail ? Maman, je ne sais rien faire. Je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie. Qui va m'embaucher ? » C'était une question valide et douloureuse. Chloé avait 35 ans, un diplôme universitaire qu'elle n'avait jamais utilisé et absolument aucune expérience professionnelle. Jean-Pierre et moi avions pensé que nous la protégions en lui donnant tout ce dont elle avait besoin. Mais en réalité, nous l'avions laissée complètement sans défense face au monde réel. La semaine suivante, j'observais Chloé tenter de trouver du travail. Ses premières tentatives furent pathétiques et révélatrices. Elle postula pour des postes de direction dans des entreprises prestigieuses, croyant que son nom de famille et son éducation suffiraient. « Ils m'ont dit que j'avais besoin d'expérience », me raconta-t-elle après son 5e entretien raté. « Comment suis-je censée avoir de l'expérience si on ne m'en a jamais donné l'opportunité ? Peut-être devrais-tu commencer par quelque chose de plus simple, suggérai-je. Quelque chose où tu peux apprendre en travaillant. » Sa fierté résista au début. L'idée de travailler dans la vente ou les services lui semblait humiliante. Mais quand la 2e facture d'électricité impayée arriva et que la banque menaça de couper les services,
Sa perspective commença à changer. Finalement, après 3 semaines de recherche, elle trouva un travail à temps partiel dans une boutique de vêtements. Le salaire était de 1 500 € par mois, une somme qu'elle dépensait autrefois en un seul après-midi de shopping. « C'est humiliant, maman », me dit-elle après sa première journée. « La gérante a 20 ans de moins que moi et me traite comme si j'étais stupide. Et les clients, certains sont si grossiers. Et comment te sens-tu en travaillant ?» lui demandai-je, évitant de commenter l'ironie qu'elle expérimente maintenant, le traitement qu'elle avait infligé aux autres pendant des années. « Fatiguée, admit-elle. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, et je ne comprends pas comment les gens font ça tous les jours pendant des décennies. » Mais quelque chose d'intéressant commença à se produire, après la 2e semaine. Chloé se mit à parler différemment du travail et des gens qu'elle rencontrait. « Il y a une femme, Camille, qui travaille le matin, » me raconta-t-elle un soir. Elle a 3 enfants et s'occupe de sa mère malade, avec 2 emplois. Elle ne se plaint jamais, n'arrive jamais en retard et sourit toujours. Je ne comprends pas comment elle fait. Tu as un peu parlé avec elle ? Oui. Elle m'a dit qu'elle travaille là depuis 12 ans, qu'elle a commencé quand elle a divorcé et qu'elle avait besoin de subvenir seule aux besoins de ses enfants. Chloé fit une pause, comme si elle traitait quelque chose de profond. Maman, je me suis plainte d'avoir perdu 40 millions d'euros, mais elle n'a probablement jamais vu 5 000 € d'un coup de sa vie, et elle est bien plus forte que moi. C'était la première fois que j'entendais Chloé exprimer une admiration sincère pour quelqu'un qui n'avait ni argent ni statut social. Jean-Pierre aurait été fier de ce petit pas vers une véritable empathie. Le véritable tournant arriva un mois plus tard, lorsque Chloé fut témoin de quelque chose qui changea fondamentalement sa perspective. « Maman, il s'est passé quelque chose d'horrible au travail aujourd'hui, » me dit-elle ce soir-là, clairement perturbée. Camille a reçu un appel de l'hôpital. Son plus jeune fils a eu un accident et a besoin d'une opération qui coûte 8 000 €. Son assurance ne couvre pas tout. Et que s'est-il passé ? Elle s'est complètement effondrée. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi désespéré. Elle m'a dit qu'elle n'a pas cette somme, qu'elle a déjà utilisé toutes ses économies pour les médicaments de sa mère et qu'elle ne sait pas quoi faire. Chloé se tut pendant de longues minutes. Et je pouvais voir qu'elle luttait intérieurement avec quelque chose. « Maman, » me dit-elle finalement, « j'ai des bijoux qui valent plus que cette opération. J'ai des robes dans mon placard qui coûtent plus que le salaire annuel de Camille. Et elle doit choisir entre sauver son fils ou nourrir sa famille. Que penses-tu faire à ce sujet ? Je veux l'aider, » dit-elle avec détermination. « Je vais vendre certains de mes bijoux. Ce bracelet en diamant que j'ai acheté le mois dernier pour 50 000 €, il ne me plaît même pas vraiment. Je peux le vendre et donner l'argent à Camille. » Cette nuit-là, pendant que Chloé dormait, j'appelai Maître Dubois. « Comment avance le plan ?» me demanda-t-il. « Mieux que ce que Jean-Pierre espérait, » répondis-je. « Je crois qu'elle est vraiment en train de changer. Pour la première fois depuis des années, je la vois comme la petite fille compatissante qu'elle était autrefois. Il est temps de révéler la vérité. Pas encore. Il y a une dernière épreuve qu'elle doit passer. J'ai besoin de savoir si ce changement est permanent ou juste un désespoir temporaire. » Le lendemain, Chloé vendit effectivement le bracelet et donna l'argent à Camille. Quand je vis les larmes de gratitude dans les yeux de cette femme travailleuse et l'expression de profonde satisfaction sur le visage de ma fille, je sus que nous étions arrivés à un point crucial. Mais l'univers avait une dernière leçon préparée pour Chloé, une que même Jean-Pierre n'avait pas prévue. Cette même semaine, une lettre arriva par la poste qui allait tout changer une fois de plus. Elle provenait d'un notaire différent, un qui représentait la succession d'un oncle éloigné de Jean-Pierre, récemment décédé. « Mademoiselle Chloé, » lut-elle à voix haute, « nous avons le regret de vous informer que Monsieur Fabien Blanchard est décédé le mois dernier et vous a désignée comme son unique héritière. Son patrimoine s'élève à environ 60 millions d'euros. » Chloé laissa tomber la lettre et me regarda avec de grands yeux. « 60 millions de plus, » murmura-t-elle. « Après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai appris, l'argent
réapparaît. C'était l'épreuve finale. Que ferait Chloé avec une nouvelle fortune après avoir connu une relative pauvreté et découvert la compassion? La lettre concernant l'héritage de l'oncle Fabien était réelle. Mais il y avait un détail que Chloé ignorait. J'avais un droit de veto sur cet héritage. Selon un accord familial que Jean-Pierre avait établi des années auparavant, Fabien, son frère cadet, un homme solitaire, avait toujours respecté le jugement de Jean-Pierre concernant la famille. Je décidai de ne pas révéler immédiatement ce détail à Chloé. Je voulais plutôt voir comment elle réagirait à la possibilité de retrouver une fortune après avoir touché le fond. Sa première réaction fut révélatrice. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle en relisant la lettre pour la 5e fois. Juste au moment où je pensais avoir tout perdu, où j'apprenais enfin à vivre différemment. Voilà que ça arrive. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» lui demandai-je, observant attentivement son expression. « Confuse », admit-elle. « Il y a 2 mois, ça aurait été la réponse à tous mes problèmes. J'aurais immédiatement couru réclamer l'argent et j'aurais repris ma vie d'avant. Mais maintenant quoi? Maintenant, je ne suis pas sûre de vouloir retourner à cette vie. » Elle s'assit sur le canapé et regarda par la fenêtre vers le jardin que Pascal avait entretenu avec tant d'amour pendant des années. « Maman, sais-tu ce que j'ai découvert en travaillant dans cette boutique ? » ?»« Raconte-moi. » »« J'ai découvert que je suis capable de faire des choses que je n'aurais jamais cru possibles, que je peux travailler 8 heures d'affilée, que je peux résoudre des problèmes, que je peux aider les gens. Et pour la première fois de ma vie, quand quelqu'un me dit « merci », je sais que je l'ai vraiment mérité. Ces mots me remplirent d'un espoir que je n'avais pas ressenti depuis des mois. C'était la Chloé que Jean-Pierre et moi avions espéré voir émerger un jour. Mais je sais aussi que 60 millions d'euros pourraient aider beaucoup de gens, continua-t-elle. Je pourrais aider Camille, Claudine, Pascal, toutes les personnes que j'ai maltraitées quand je croyais que l'argent me rendait supérieure à elles. Cette nuit-là, Chloé fit quelque chose qui me surprit complètement. Au lieu de célébrer ou de faire des plans pour réclamer immédiatement l'héritage, elle s'assit à la table de la cuisine avec un carnet et commença à écrire. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demandai-je. « Je fais une liste, » répondit-elle sans lever les yeux. « Une liste de toutes les personnes que j'ai blessées, de toutes les choses que j'ai mal faites et de comment je pourrais utiliser cet argent pour réparer. » Pendant les 2 heures suivantes, je l'observais écrire des noms, des montants et des plans détaillés. Camille et son fils étaient restés sur la liste, bien sûr, mais aussi Claudine, Pascal, les fondations caritatives dont elle avait annulé les dons, et même les employés de la boutique qui travaillaient pour des salaires minimums. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» me dit-elle quand elle eut fini d'écrire. « Bien sûr. Crois-tu que papa m'aurait pardonné pour tout ce que j'ai fait ?» La question me brisa le cœur, car je savais que Jean-Pierre avait planifié exactement ce moment d'introspection et de repentir. « Ton père t'aimait inconditionnellement, Chloé. Mais plus que le pardon, il voulait que tu trouves ton chemin pour devenir la personne qu'il savait que tu pouvais être. Et tu crois que je suis en train de le trouver ?» Avant que je puisse répondre, le téléphone sonna. C'était Maître Dubois, et sa voix semblait urgente. « Hélène, il faut que je parle avec vous, et Chloé, immédiatement. Quelque chose d'important est survenu concernant l'héritage de Fabien. » « Quel genre de choses ? Je préfère vous l'expliquer en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin ? » Cette nuit-là, je ne pus presque pas dormir. Je savais que Maître Dubois voulait probablement discuter de mon droit de veto sur l'héritage de Fabien et que le moment était venu de prendre une décision cruciale sur l'avenir de Chloé. Le lendemain, nous arrivâmes tôt au bureau de Maître Dubois. Chloé portait son uniforme de la boutique, car elle devait travailler après la réunion. La voir vêtue simplement, avec des chaussures confortables au lieu de talons de créateur, me rappela à quel point elle avait changé ces derniers mois. « Asseyez-vous, je vous prie », nous dit Maître Dubois avec une expression sérieuse. « Chloé, il y a quelque chose concernant l'héritage de votre oncle Fabien que vous devez savoir. » Chloé se pencha en avant, attentive. « Votre oncle Fabien était un homme très sage
et connaissait bien la situation qui s'est développée après la mort de votre père. Avant de mourir, il a établi une condition très spécifique pour son héritage. « Quel type de condition ?» demanda Chloé, et je pus entendre l'anxiété dans sa voix. Maître Dubois ouvrit un dossier et en sortit un document. L'héritage ne peut être réclamé que si votre mère, Hélène, certifie par écrit que vous avez démontré un changement fondamental de caractère et que vous êtes prête à gérer de manière responsable une fortune de cette ampleur. Le silence emplit le bureau comme un poids dense. Chloé se tourna lentement vers moi et je vis dans ses yeux un mélange de compréhension, de surprise et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Tu le savais ?» me demanda-t-elle d'une voix douce. « Je l'ai appris hier soir quand Maître Dubois m'a appelé. » Je fis un pieux mensonge. Ce n'était pas le moment de révéler que je connaissais ce détail depuis le début. « Et qu'en penses-tu » demanda-t-elle, et sa voix trembla légèrement. « Crois-tu que j'ai suffisamment changé pour mériter cette responsabilité ?» C'était la question que j'attendais depuis des mois. La question qui déterminerait non seulement l'avenir financier de Chloé, mais aussi le type de personne qu'elle deviendrait au cours des prochaines années de sa vie. « Avant de répondre à ça, dis-je, je veux te poser une question. Si je décidais que tu n'es pas prête, si tu perdais cet héritage pour toujours, comment te sentirais-tu » Chloé réfléchit longuement avant de répondre. « Il y a 2 mois, j'aurais été désespérée. J'aurais supplié, j'aurais promis n'importe quoi, j'aurais fait un scandale. » Elle fit une pause et me regarda droit dans les yeux. « Mais maintenant, je crois que ça irait. J'ai appris que je peux survivre sans des millions d'euros. J'ai appris que je peux travailler, que je peux contribuer, que je peux être utile même sans une fortune familiale. Et si je te dis que, oui, tu es prête, que ferais-tu avec 60 millions d'euros ?» Sans hésiter, elle sortit le carnet qu'elle avait rempli la veille. « D'abord, je réparerai tout le mal que j'ai fait. Je dédommagerai les personnes que j'ai blessées. Je rétablirai les dons que j'ai annulés et je m'assurerai que personne d'autre ne souffre de mon égoïsme passé. » Sa voix se fit plus forte à mesure qu'elle parlait. « Ensuite, j'utiliserai l'argent pour créer de réelles opportunités, des bourses d'études, des programmes de formation professionnelle, un soutien pour les mères célibataires comme Camille. Et pour toi, que resterait-il pour ta vie personnelle ? Assez pour vivre confortablement, mais pas de façon extravagante. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur par ce que j'achète ou l'endroit où je vis. » Elle sourit avec une chaleur que je n'avais pas vue depuis des années. « Maman, ces mois m'ont appris que la vraie richesse n'est pas sur le compte en banque. Elle est dans les relations que tu construis, dans la différence que tu fais dans la vie des autres, dans le fait de pouvoir te regarder dans le miroir et de respecter la personne que tu y vois. » Maître Dubois et moi échangeâmes un regard. Il était évident que Chloé avait passé l'épreuve finale. Mais il restait encore une révélation, une qui changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur les derniers mois de sa vie. « Chloé, » dis-je en prenant une profonde inspiration avant de continuer, « il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose que ton père a planifié dès le moment où il a commencé à s'inquiéter pour ton caractère. » Elle me regarda avec curiosité, mais je pus voir une lueur d'appréhension dans ses yeux. « Maître Dubois, s'il vous plaît, montrez-lui les vrais documents, » demandai-je à l'avocat. Maître Dubois ouvrit un autre dossier, bien plus épais que le précédent, et étala plusieurs documents sur le bureau. Chloé les regarda sans comprendre immédiatement ce qu'elle voyait. « Ce sont les documents du véritable testament de ton père, » commençai-je d'une voix calme. « Celui que ton père a préparé en sachant exactement le type de réaction que tu aurais en croyant que tu avais tout hérité. »« Le véritable testament, » murmura Chloé, et son visage commença à blêmir. « Ton père ne t'a jamais légué les 250 millions d'euros, Chloé. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois, tout ce que tu as vécu, faisait partie d'un plan soigneusement conçu pour te sauver de toi-même. » Je lui expliquai alors tout ce qui avait été caché pendant des mois. La clause qui me rendait l'héritage si elle faisait preuve de cruauté, l'existence de comptes supplémentaires que je contrôlais, et la réalité qu'elle n'avait jamais vraiment perdu sa position d'héritière principale.
J'ai toujours su ce qui se passait, continuai-je en voyant ses yeux se remplir de larmes de compréhension. Je voulais juste que tu apprennes. Tu veux dire que... Sa voix se brisa. Je veux dire que ton père t'aimait tellement qu'il a été prêt à te faire croire que tu avais perdu son amour pour pouvoir te sauver. Et j'ai été prête à te laisser me chasser de la maison, me traiter cruellement, me mépriser, parce que je savais que c'était la seule façon pour toi de découvrir qui tu voulais vraiment être. Chloé s'effondra complètement. Ce n'était pas le pleur désespéré de quelqu'un qui avait perdu de l'argent, mais le pleur profond de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de l'amour qu'elle avait reçu sans s'en rendre compte. « Papa savait que je deviendrais un monstre !» sanglota-t-elle. « Et malgré tout, il a trouvé un moyen de me sauver. Et toi, tu as supporté tout mon venin, en sachant que tu pouvais m'arrêter à tout moment. Ah, ton père a écrit dans sa lettre que l'objectif n'a jamais été de te punir, mais de te sauver. Et j'étais prête à tout endurer si cela signifiait récupérer ma fille. » Maître Dubois nous tendit une boîte de mouchoirs et attendit patiemment que Chloé traite toutes ces informations. « Alors, les 40 millions que j'ai perdus avec les escrocs ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. « Ils étaient réels, » répondit Maître Dubois. « Cette partie n'était pas prévue. Votre père avait placé cette somme sur des comptes que vous pouviez réellement utiliser, en espérant que vous commettriez des erreurs financières qui vous enseigneraient de précieuses leçons. Les escrocs ont simplement accéléré ce processus. « Et l'héritage de l'oncle Fabien est aussi réel, » dis-je. « Mais comme tu le sais maintenant, il est conditionné à mon approbation. Ton oncle Fabien faisait partie du plan de ton père depuis le début. » Chloé resta silencieuse pendant de longues minutes, traitant tout ce qu'elle avait appris. Finalement, elle leva les yeux vers moi avec une expression qui était un mélange de douleur, de gratitude et quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Maman, peux-tu me pardonner ?» murmura-t-elle. « Pas seulement pour ces derniers mois, mais pour des années d'égoïsme, de cruauté et d'aveuglement face à tout ce que papa et toi avaient fait pour moi. Je t'ai déjà pardonné, Chloé. Je t'ai pardonné dès le premier jour, parce que je savais que la fille que je croyais perdue était toujours là, quelque part sous toute cette amertume et cette avidité. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'en est-il de tout l'argent? De l'héritage réel ?» Je sortis un document que j'avais préparé la veille, avec l'aide de Maître Dubois. « J'ai décidé de tout diviser équitablement entre nous, » dis-je, mais avec des conditions spécifiques. Ta part sera dans un fonds fiduciaire géré conjointement par nous deux. Chaque décision financière importante devra être prise ensemble, et une part significative devra être obligatoirement destinée à des causes caritatives et à la réparation du tort que tu as causé. Et si je n'accepte pas ces conditions, alors tu recevras une somme forfaitaire pour vivre confortablement, mais tu n'auras pas accès à la fortune principale. La décision t'appartient. » Chloé n'hésita pas une seconde. « J'accepte. J'accepte toutes les conditions. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Maman, ces mois-ci, j'ai appris quelque chose que je n'avais jamais compris avant. L'argent n'a de valeur que si tu sais comment l'utiliser pour faire le bien. Sans cette sagesse, ce n'est que du papier qui te corrompt l'âme. Et ton travail à la boutique ? Je vais continuer à y travailler, » répondit-elle avec détermination. « Au moins pour un temps encore. Camille et les autres femmes sont devenues mes vraies amies, pas comme ces sangsues qui m'entouraient avant. Et j'aime la sensation de gagner mon salaire, aussi petit soit-il. » Maître Dubois commença à préparer les documents officiels, pendant que Chloé et moi discutions des prochaines étapes. Mais il y avait une conversation de plus que nous devions avoir. « Chloé, il y a quelque chose que je dois te demander, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. »« Bien sûr. Fais-tu tout cela, ce changement d'attitude, parce que tu as réellement changé, ou parce que maintenant tu sais que c'est moi qui contrôle l'argent ?» C'était la question la plus importante, celle qui déterminerait si tout ce que nous avions traversé en avait valu la peine. Chloé réfléchit attentivement avant de répondre. « Il y a 2 heures,
Quand je croyais que cela dépendait de ton approbation pour obtenir l'héritage de l'oncle Fabien, j'avais déjà décidé que même si tu me refusais cet héritage, je continuerais à essayer d'être une meilleure personne. Pas pour l'argent, mais parce que finalement, j'aime la personne que je commence à être. Elle s'approcha de moi et prit mes mains dans les siennes. Maman, ces mois de travail, de lutte, de rencontres avec des gens réels, ayant des problèmes réels, m'ont appris quelque chose que 35 ans de privilèges n'ont jamais pu m'enseigner. Que la vraie richesse vient des relations que tu construis et du bien que tu fais dans le monde. L'argent n'est qu'un outil pour y parvenir. Et tu es sûre que tu ne redeviendras pas la personne que tu étais avant? Je ne peux pas te promettre que je ne commettrai jamais d'erreur, admit-elle honnêtement. Mais je peux te promettre que je n'oublierai jamais les leçons que j'ai apprises ces derniers mois. Et si jamais je commence à dévier, j'espère que tu m'arrêteras à nouveau. Cet après-midi-là, nous signâmes tous les documents nécessaires. Chloé devint officiellement copropriétaire d'une fortune qui s'élevait désormais à plus de 450 millions d'euros, incluant l'héritage de Fabien et les investissements qui avaient prospéré pendant les mois de crise. Mais plus important que n'importe quelle somme d'argent, c'était ce que nous avions retrouvé, notre relation de mère et fille, et l'opportunité d'utiliser notre richesse pour faire une réelle différence dans le monde. En sortant du bureau de Maître Dubois, Chloé me surprit avec une demande inattendue. « Maman, pourrions-nous aller rendre visite à Pascal? Je veux lui présenter mes excuses personnellement et lui proposer non seulement de reprendre son travail, mais aussi la possibilité d'agrandir les jardins et peut-être de commencer un programme de formation pour d'autres jardiniers. » En marchant vers la voiture, je réfléchis au miracle dont j'avais été témoin. Jean-Pierre avait eu raison depuis le début. Parfois, pour sauver quelqu'un que tu aimes, tu dois être prêt à le laisser toucher le fond, à le laisser apprendre de ses erreurs, à le laisser découvrir par lui-même la valeur des choses importantes. Mais il restait encore une dernière surprise, quelque chose que même Jean-Pierre n'avait pas prévu et qui changerait notre perspective sur toute cette expérience. 3 mois après notre réconciliation, alors que nous organisions la première réunion annuelle de la fondation que nous avions établie en mémoire de Jean-Pierre, une lettre arriva qui allait changer à jamais notre compréhension de toute cette expérience. Elle provenait d'un notaire de New York nous informant de l'existence d'un coffre-fort que Jean-Pierre avait gardé secret pendant des années. Le coffre ne pouvait être ouvert qu'une fois que certaines conditions spécifiques étaient remplies, que Chloé ait travaillé pour son propre argent pendant au moins 3 mois, qu'elle ait sincèrement aidé quelqu'un dans le besoin, et que mère et fille aient signé des documents de réconciliation officielle. « Papa a vraiment pensé à tout », murmura Chloé tandis que nous lisions la lettre ensemble. « Il avait même des plans pour après que nous ayons appris les leçons. » Nous nous rendîmes à New York cette même semaine. À la banque, un employé nous conduisit à une chambre forte souterraine où attendait un coffre métallique de taille moyenne. Lorsque nous l'ouvrîmes, nous trouvâmes quelque chose qu'aucune de nous n'attendait. En plus de quelques documents financiers supplémentaires, il y avait une collection de lettres, toutes écrites par Jean-Pierre au cours des 2 dernières années de sa vie. Des lettres datées et numérotées, adressées à des moments spécifiques de notre processus de guérison familiale. La première lettre était marquée « Pour quand Chloé aura appris la valeur du travail ». « Ma chère fille », lut Chloé à voix haute, les larmes coulant sur ses joues. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as découvert quelque chose que j'ai toujours su être en toi. La capacité d'être forte, indépendante et compatissante. Le travail n'est pas une punition. C'est un cadeau qui te connecte à ta propre capacité et à ta dignité. » La deuxième lettre m'était adressée. « Pour Hélène, la femme la plus courageuse que je connaisse. »« Mon amour éternel », lus-je d'une voix tremblante. « Merci d'avoir été forte quand je ne pouvais pas l'être. Merci d'aimer notre fille suffisamment pour la laisser commettre des erreurs douloureuses. Je sais que ces mois ont été les plus difficiles de ta vie, mais je sais aussi que tu es la seule personne au monde capable de guider Chloé vers son vrai cœur. Mais la lettre qui nous a le plus frappés fut la dernière, marquée
Pour quand mère et fille seront à nouveau une vraie famille. Mes deux amours, commençait-elle. Si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que le miracle que j'espérais s'est réellement produit. Chloé, tu as découvert que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu donnes. Hélène, tu as prouvé une fois de plus que le véritable amour exige parfois le plus grand courage. Laisser partir pour pouvoir retrouver. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, continuait la lettre. Quelque chose que j'ai gardé secret même de Maître Dubois jusqu'à ce moment. Au cours des 5 dernières années, j'ai fait don en silence de millions d'euros à des organisations caritatives du monde entier. Je ne l'ai pas fait par le biais de notre fondation familiale, parce que je voulais que ce soit complètement anonyme. Chloé et moi nous regardâmes avec stupéfaction tandis que je continuais à lire. J'ai secrètement payé les études universitaires de plus de 500 étudiants, à faible revenu. J'ai financé 3 hôpitaux dans des zones rurales du Mexique et de Colombie. J'ai créé des fonds pour les mères célibataires, des programmes d'alimentation pour enfants et des refuges pour les victimes de violences domestiques. J'ai fait tout cela sans vous le dire, parce que je voulais m'assurer que lorsque vous prendriez le contrôle de notre fortune, ce serait pour les bonnes raisons. La lettre expliquait que Jean-Pierre avait donné près de 85 millions d'euros au cours de ces années, mais qu'il avait structuré les dons de manière à ce qu'ils se poursuivent automatiquement après sa mort, si nous prouvions que nous étions prêtes à continuer son héritage. Le montant réel de notre patrimoine familial, y compris les dons programmés et les engagements futurs, est de 550 millions d'euros, révélait la lettre. Mais il s'accompagne de la plus grande responsabilité que vous puissiez imaginer. Utilisez cette richesse pour changer des vies, pas seulement pour vivre confortablement. À la fin de la lettre, il y avait des instructions spécifiques sur la manière de poursuivre les programmes de charité que Jean-Pierre avait mis en place, les contacts des organisations qui avaient reçu des dons anonymes, et un plan détaillé pour étendre ses efforts au cours des 20 prochaines années. PS, terminait la lettre. Dans ce coffre, vous trouverez également le titre de propriété d'une maison dans chacun des endroits où nous avons aidé. Au Mexique, en Colombie et dans 3 villes aux États-Unis. Elles ne sont pas destinées à être utilisées comme maisons de vacances, mais comme centre d'opération pour superviser personnellement l'impact de vos dons. Je veux que vous rencontriez les familles, que vous aidez, que vous voyiez directement comment vos décisions changent des vies réelles. Chloé et moi restâmes assises en silence pendant de longues minutes, submergées par l'ampleur de ce que Jean-Pierre avait fait en secret et par la responsabilité qui nous incombait désormais. « Maman, » dit finalement Chloé, « te rends-tu compte de ce que cela signifie ? Cela signifie que ton père ne nous enseignait pas seulement des leçons sur l'argent et le caractère, » répondis-je. Il nous préparait à devenir les administratrices d'un héritage qui va bien au-delà de notre famille. Au cours des semaines suivantes, nous commençâmes à contacter les organisations que Jean-Pierre avait secrètement soutenues. Chaque conversation nous révélait de nouvelles dimensions de sa générosité silencieuse. Des directeurs d'orphelinats qui ne savaient comment remercier l'ange anonyme qui avait sauvé leurs institutions. Des mères qui avaient pu nourrir leurs enfants grâce au programme qu'ils finançaient. Des étudiants qui avaient obtenu leur diplôme universitaire sans savoir qui avait payé leurs études. « C'est bouleversant », me confia Chloé un soir, alors que nous examinions les rapports d'impact des dons. Papa a aidé des milliers de personnes sans jamais attendre de reconnaissance ou de gratitude. Comment pouvons-nous être à la hauteur de cet exemple ? Nous n'avons pas à être à la hauteur immédiatement, répondis-je. Nous devons juste commencer, un pas à la fois, une famille à la fois. Nous décidâmes de commencer par visiter les centres que Jean-Pierre avait établis. Notre premier voyage fut dans un hôpital d'une zone rurale de Colombie qu'il avait entièrement financé. Voir les médecins sauver des vies avec des équipements que notre argent avait fournis, rencontrer les familles qui avaient reçu un traitement gratuit, fut une expérience qui changea fondamentalement notre perspective sur ce que signifiait être riche. « C'est ça que papa voulait que nous comprenions », me dit Chloé en tenant dans ses bras
Un bébé né en bonne santé grâce à la couveuse que nous avions donnée. L'argent n'est pas un prix que nous avons gagné. C'est un outil qui nous a été confié pour faire le travail de Dieu sur terre. 1 an après notre réconciliation, nous créâmes officiellement la Fondation Jean-Pierre Blanchard, avec Chloé comme directrice exécutive et moi comme présidente du conseil. Chloé avait quitté son travail à la boutique, mais avait gardé ses amitiés avec Camille et les autres femmes qu'elle y avait connues. En fait, plusieurs d'entre elles travaillaient désormais pour notre fondation, utilisant leurs expériences de vie pour identifier et aider les familles dans le besoin. « Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça ?» me demanda Chloé lors de l'inauguration de notre 10e programme de bourse d'études. « Quoi ? Je suis plus heureuse maintenant, en travaillant 14 heures par jour pour aider les autres, que je ne l'ai jamais été quand je pouvais acheter tout ce que je voulais. Papa avait raison. Le vrai bonheur vient du fait de savoir que ta vie a un but plus grand que toi-même. » Cette nuit-là, alors que nous examinions les demandes pour notre nouveau programme de microcrédit pour mères célibataires, je réfléchis au voyage extraordinaire que nous avions vécu. Jean-Pierre avait orchestré non seulement le salut de l'âme de sa fille, mais la transformation complète de notre famille en quelque chose de bien plus puissant et significatif que nous ne l'avions jamais été. « Maman, » me dit Chloé alors que nous scellions l'approbation de 50 nouveaux prêts. « Crois-tu que papa serait fier de nous ?» Je regardais ma fille, qui était passée d'une héritière égoïste et cruelle à une femme dévouée à changer le monde, une famille, à la fois. Je pensais à Jean-Pierre, à son plan incroyablement complexe pour nous sauver toutes, à sa foi que l'amour et la sagesse pourraient triompher de la cupidité et de l'égoïsme. « Je crois que ton père savait exactement ce que nous deviendrions, » répondis-je. « Et je crois qu'en ce moment, d'où il est, il sourit parce que son plan a non seulement fonctionné, mais il a même dépassé ses attentes les plus optimistes. » Chloé sourit et continua à travailler. Dehors, la ville dormait, ignorant le fait que dans ce modeste bureau, 2 femmes travaillaient tard dans la nuit, planifiant comment utiliser une fortune pour changer le monde. Il ne l'a pas sauvée avec de l'argent. Il l'a sauvée en lui apprenant à se sauver elle-même. Et dans le processus, nous avons découvert que la vraie richesse n'avait jamais été notre fortune financière, mais la capacité infinie du cœur humain à transformer la douleur en compassion, l'égoïsme en générosité et la perte en dessein. Et Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre, avait su cela depuis le début.